C'est l'heure de Sarthe un jour, Sarthe toujours. Dans la seconde partie de ce plateau, nous allons retrouver celle que nous apprécions particulièrement, en tout cas je parle pour moi, c'est-à-dire Delphine Bruyère, l'auteur de L'Enfer du lynx aveugle. C'est son troisième polar de la même série. Elle sera accompagnée de son éditrice, en l'occurrence Blandine Nicot. Il s'agit des éditions de la Rainette, bien sûr. Mais on commence par une belle aventure qui est en train de démarrer entre la Sarthe et la Guinée, avec Gilles Menand, directeur des MFR de la Sarthe. Bonjour Gilles. Bonjour. Gilles Menand, vous êtes venu accompagner. Je vous laisse présenter votre invité. Oui, volontiers. On est très heureux de retrouver donc Sékou Bérété, qui est salarié de l'association Coopération Atlantique Guinée 44. Voilà, et qui arrive de Guinée tout droit. Oui. Vous êtes arrivé il y a combien de temps? Oui, je suis arrivé il y a 10 jours à peu près, 10 jours. Et vous repartez très bientôt? Je repars le samedi prochain. Bon, vous allez nous raconter pourquoi vous êtes là. Oui. Alors les MFR, ça parle peut-être pas obligatoirement à tout le monde. Les MFR, ce sont les maisons familiales rurales. Tout à fait. MFR, Maison Familiale Rurale, association de formation gérée par des parents qui existe depuis bientôt 80 ans en France. En Sarthe depuis... En Sarthe depuis 50 ans. On va fêter les 50 ans cette année. Très bien. Combien de maisons familiales rurales? 6 MFR en Sarthe. D'accord. Voilà. 400 en métropole et un peu plus de 500 dans tous les pays, on va dire, en voie de développement. C'est ça, parce que le principe, c'est que les MFR qui sont en France font des petits, en quelque sorte. Voilà, à l'échelon, par exemple, de notre fédération départementale de la Sarthe, on a choisi de soutenir un projet de développement de MFR en Guinée-Conakry, et d'autres partenariats existent entre le Maine-et-Loire, le Burkina, la Vendée, le Bénin. Voilà, on peut multiplier comme ça les exemples à peu près dans une quarantaine de pays. Alors faire des petits, c'était reproduire des MFR là-bas? Non pas reproduire, réinventer et faire en sorte que les structures locales s'approprient le concept pour eux-mêmes créer leurs propres associations. Alors Sékou Bérété, vous venez de Guinée-Conakry. Alors juste un peu de géographie, je crois qu'on a une carte, mais il y a plusieurs Guinées. Hein. Oui, c'est ça, mais nous c'est la Guinée-Conakry, donc Afrique de l'Ouest, frontalier avec le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Voilà, et puis la Guinée-Bissau, une autre Guinée qui est frontalier. Voilà, et la Guinée équatoriale enfin. Voilà, et la Guinée équatoriale. Donc nous, on est Afrique de l'Ouest, à peu près 245 000 km² pour une population environ 11 millions d'habitants. Et alors, vous disiez il y a un instant que vous étiez salarié d'une association française, en fait. Oui. En fait, moi, je travaille pour une association française qui est Association Coopération Atlantique Guinée 44. Alors c'est une association de la Loire-Atlantique qui est arrivée en Guinée depuis 20 ans à peu près. Alors c'était par le biais de la coopération décentralisée entre le département de la Loire-Atlantique, département 44, et une commune de Kindia, la préfecture de Kindia, c'est la commune urbaine de Kindia. Et donc c'est par ce biais d'accompagnement des populations de cette commune. On est rentré dans le développement agricole, accompagner les organisations de producteurs. Et puis voilà, on retrouve sur ce chemin la problématique de la formation et de l'insertion des jeunes. Et vous, MFR, vous êtes dit plutôt que de partir tout seul à l'aventure là-bas, on va s'appuyer sur une structure qui connaît déjà évidemment le pays. Voilà, tout ça au travers de notre fondation des MFR et de notre service international à Paris. On a un service international qui nous a guidés. On a émis dans notre projet d'association le souhait de venir en soutien de structures locales. On ne savait pas vers quel pays. Et donc le service international nous a guidés en nous disant qu'ils étaient eux en contact avec la Guinée au travers de l'association Coopération Atlantique Guinée. Alors vous êtes venu une première fois l'année dernière, du 5 au 12 juin, c'est ça? Oui, c'est ça. On est venu une première fois au mois de juin passé en compagnie d'un cadre du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. D'accord, vous avez rencontré notamment les jeunes, alors les jeunes, les parents. Les parents, le rôle des parents, c'est intéressant ça, chez MFR, ce sont les parents qui organisent en fait et qui décident. Voilà, et je pense que Sékou va en parler encore mieux que moi parce que lorsque nous sommes allés en Guinée début janvier, je dirais qu'au début on a présenté ce que c'était qu'une MFR ou structure locale et à la fin c'est Sékou qui présentait. Donc je pense que Sékou il a tout à fait compris le concept et je vais lui demander d'expliquer comment on crée une maison familiale. Oui, parce que voilà, c'est ce que vous allez faire en l'occurrence. Voilà, c'est ça. Donc ce que nous allons faire en l'occurrence, c'est donner la possibilité aux parents d'élèves, enfin aux parents des enfants, aux acteurs locaux, aux collectivités, pour prendre cette initiative, s'organiser sur la base d'une association
Donc une association qui va se mettre en place, association de parents d'élèves, qui met une association maison familiale rurale et qui va porter le dispositif de formation. Et alors, c'est facile de les convaincre, les parents? Oui, maintenant, parce qu'en fait, la question de la formation est essentielle, quoi. Est vraiment essentielle. Alors j'ai lu 50% oui. des Guinéens ont moins de 15 ans. Oui, on a une population très très jeune. Incroyable. Et beaucoup de jeunes, très malheureusement, sortent du circuit ordinaire de formation classique et puis donc restent dans les villages, dans les villes sans formation et donc sans métier. Et ça devient un problème pour les parents. Et j'ai lu aussi que quelquefois, ils accédaient à la formation, mais alors, ils ne revenaient du coup pas en milieu rural. Oui, c'est ça justement, parce que si la formation n'est pas en adéquation avec le milieu, étant donné que 80% des Guinéens vivent de l'agriculture, et donc si la formation ne va pas sur ça... C'est dans quelle région Nous, ça va être la région de la Guinée maritime, et sur les préfectures de Boké et de Kindia. C'est ça. Oui. L'idée, c'est de monter deux structures. Hein. Voilà, donc on va monter deux structures sur la préfecture, une sur la préfecture de Kindia, à Frigiagbe notamment, dans la commune rurale de Frigiagbe notamment, et une dans la préfecture de Boké, dans Kolabouy, la commune rurale de Kolabouy. Donc vous vous donnez 2 ans pour réussir ? Alors je pense que le timing, c'est les partenaires sur place qui vont se le donner. Raisonnablement, on peut peut-être espérer une création d'associations fin d'année, début d'année prochaine, de 2 associations, et pour des mises en place de formation d'ici 1 an, 1 an et demi. Ça veut dire qu'il faut trouver de l'argent pour ça aussi ? Oui. J'imagine. Oui. Donc vous allez travailler aussi pour ça ? Alors on va travailler pour ça, sachant que nous, quand on a rencontré à peu près une quinzaine d'organisations en janvier, 200 personnes, on s'est bien présenté comme non bailleurs de fonds. Donc on les accompagne au niveau pédagogique, associatif. On a une fondation qui pourra venir en appui à un moment donné, mais l'idée c'est quand même bien de mobiliser les partenaires sur place. Alors pour être complet, c'est pas que les Sartois, c'est les Méniots d'une certaine manière. Exactement. On va peut-être créer une fédération du Maine. Si mon collègue de Mayenne était là, il serait d'accord. Donc c'est la Mayenne, les MFR de Mayenne et de la Sarthe qui portent ce projet et qui soutiennent la Guinée. Bon, c'est accueilli, j'imagine, assez favorablement. Oui, c'est bien accueilli au niveau des parents, au niveau des autorités aussi, parce que tout le monde est conscient de la pertinence. Hein. C'est important. Bon, maintenant, il reste bien sûr à trouver les ressources et comment est-ce que, en tout cas, le ministère, donc l'État guinéen aujourd'hui est vraiment avec nous dans la démarche. Bon. Maintenant, on est en train de voir avec le ministère. On va suivre tout ça de très près. Et puis vous nous raconterez un peu la suite. On viendra vous voir, il n'y a pas de souci. J'espère avec Sékou. Bon, Sékou qui fait une tournée là. Il va passer dans 3-4 maisons familiales d'ici à samedi. Bon, très bien. Merci d'être venu nous voir pour nous parler à vous pour votre de ce joli projet. Merci. On parle maintenant de l'enfer du lynx aveugle. Il y a des lynx chez vous ou pas? Je ne connais rien, moi. Oui, peut-être. Oui, il y a un journal qui s'appelle Le Lynx. Ah, c'est le journal, d'abord. Pas les animaux. À tout de suite. Merci, au revoir. Merci. Sarthe toujours, c'est bien parti, puisque effectivement, on est parti sur une série de polars haletants qui se déroule au Mans, exclusivement au Mans jusqu'à aujourd'hui. Le dernier s'intitule L'enfer du lynx aveugle au Mans. C'est signé Delphine Bruyère en plateau. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, c'est donc le 3e de la série. Oui. Vous produisez tous les 6 mois. Ça fait pas 6 mois que le dernier est sorti? Non, ça fait pas 6 mois. Je sais même plus. Non, en septembre. En septembre, le second. Incroyable. Vous êtes toujours inspiré. Alors, il faut dire que votre personnage, on rappelle qu'elle s'appelle Lisa Delalande. Oui, effectivement, elle a la bougeotte, quoi. Enfin, elle fait beaucoup de choses à la fois. Les journalistes à l'Ouest Libre. Oui. Qui est installé du côté de Novaxis, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Et comment vous est venue l'inspiration de ce personnage central donc, du livre? En fait, ça fait longtemps que je veux écrire et j'ai suivi les conseils de Maureen Jennings, qui est une romancière québécoise, canadienne, qui disait qu'en fait, il fallait d'abord décrire ces personnages, les aimer, et une fois qu'on les aimait, on arrivait à leur écrire des histoires. Je me suis dit, je vais fonctionner comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décrit d'abord des personnages avec leur caractère, etc. Et ensuite, j'ai écrit des histoires. Et en l'occurrence, d'une histoire à l'autre,
on en apprend un petit peu plus sur les personnages. Certains restent, d'autres disparaissent, et là, ça commence à dessiner un univers assez précis. Alors d'abord, le cadre. Le Mans, chacun des titres est accompagné de Au Mans. La première, c'était Plume égarée cherche sa pie au Mans. La seconde, Le vol des pandas voyageurs au Mans. Et cette fois-ci, l'enfer du lynx aveugle au Mans. La ville vous inspire aussi ? Oui, oui, la ville, mais j'aime beaucoup cette ville. En fait, on la connaît malheureusement assez peu, je trouve. Et je voulais la mettre à l'honneur. Et puis, c'était un petit peu aussi une solution de facilité pour moi, parce que je ne veux pas écrire que ça, que du contemporain. J'ai d'autres sagas derrière celle-ci. Et vous avez d'autres. C'est dans votre tête ou c'est déjà écrit ? Non, c'est dans ma tête. Ouais, d'accord. Dans ma tête. Et du coup, je me suis dit, je vais d'abord écrire sur quelque chose qui me paraît simple, donc mon environnement. Je vais parler de mon environnement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des lieux qui étaient familiers pour moi et qui étaient simples à décrire. Alors pour ceux qui n'ont pas lu les deux premiers, elle est journaliste, cette Lisa, mais elle devient justicière, alors par un concours de circonstances, une justicière qui est d'une certaine manière pourchassée par évidemment le commissaire en place, qui est un homme absolument étonnant, il s'appelle Tesla. Alors ça, c'est un hommage à Victor Tesla, Nikola Tesla, oui, pardon. Nikola Tesla, un ingénieur que j'aime beaucoup. Donc c'était une façon de le mettre à l'honneur. Et oui, c'est un personnage un peu particulier, qui lui a changé par rapport aux descriptions que j'avais faites au début. Oui, il devient un peu plus humain, oui, d'abord dans sa relation avec, évidemment, Lisa, dans sa relation... J'allais dire de grande proximité, mais ça je vous laisse découvrir évidemment au cours de cet épisode en quelque sorte. Et puis on découvre qu'il a aussi une histoire, lui. Hein. Oui, il a une histoire assez compliquée. C'est un personnage un petit peu complexe qui au départ ne montre qu'une façade qui paraît très lisse et qui finalement commence à montrer quelques faiblesses, entre guillemets. En tout cas, on sent bien dans ce tome 3 que Victor Tesla n'est pas aussi dur qu'il le semble. Voilà. Pour information, il y a des choses qui se nouent, il y a des concurrences qui arrivent également, qui ne sont pas banales du tout, avec un personnage, c'est la femme du préfet. Du préfet, c'est bien ça. Hein, oui. Voilà. Je me souviens, il y a une femme de préfet qui un jour vous a marqué Non, pas du tout. Là, c'est pareil. L'inspiration vient sans que je le demande vraiment. C'est des choses qui viennent sans réfléchir. Et puis je me suis dit, allez, c'est très bien, c'est parfait. C'est une Anglaise, elle aussi. Et du coup, j'aime beaucoup le jeu. J'aime étonnamment ce personnage qui est assez antipathique. C'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est lui aussi assez complexe, qu'on va découvrir au tome 4 aussi. Alors ce qui est très intéressant quand on lit votre roman, c'est que sont quasiment des scènes de cinéma, c'est-à-dire qu'on les imagine projetées assez aisément, parce que c'est bien évidemment un roman, alors je disais un polar, mais c'est aussi un roman, un roman d'aventure. Hein, oui, Lisa Delalande est à la fois James Bond, Arsène Lupin, mais peut-être un peu aussi Robin des Bois, non Oui, en effet, c'est quelqu'un qui a du mal avec l'injustice et qui donc aime bien redistribuer. Elle va souvent voler, ça lui arrive en effet, parce que bon, c'est une solution de facilité aussi pour elle. Et puis elle va redistribuer à des gens qu'elle estime plus méritants. Enfin, c'est une voleuse très très pro qui sait se préparer. Oui. Alors là, on apprend qu'au Mans, il y a des choses qui se déroulent la nuit sur les toits, des gens qui font. Alors comment ça s'appelle ce sport-là ? Du parcours. Oui, Lisa a rencontré puisque Lisa étant journaliste, fait pas mal de reportages, elle a rencontré quelqu'un qui était adepte du parcours, qui est connu grâce au film Yamakasi. Et du coup, elle se dit que ça lui servirait bien dans sa quête, et elle rejoint ce groupe de traceurs, on les appelle les traceurs, et ça lui permet de mieux se déplacer en milieu urbain, puisque c'est un peu le concept du parcours. C'est se déplacer sans être jamais gêné par un obstacle. Alors certains découvriront qu'un grand monument du Mans a une histoire et que il est utile dans le déroulement et surtout la conclusion de l'énigme du papy de Mademoiselle Delalande. Alors ce grand monument, je vous le dis tout de suite, c'est la statue de Wilbur Wright. Vous en racontez l'histoire, parce qu'il y a une vraie histoire, alors là, elle, véridique, hein, voilà, oui. Là-dessus. Mais surtout, ce qui est intéressant autour de tout ça, c'est le papy.
C'est ça. Lisa avait un grand-père un petit peu rebelle d'ailleurs, elle tient peut-être ça de lui. Et il a, sans vouloir trop dévoiler les choses, il a fait partie d'un groupe. Et Lisa en fait va enquêter sur une énigme que lui aura laissée son grand-père justement à propos de ce groupe. Et elle va arriver à des conclusions, des révélations assez conséquentes. Qu'elle va pas savoir quoi en faire déjà au démarrage. Bon, tout ça, ça vous paraît évidemment un peu comme ça brumeux, mais franchement, ça s'éclaircit au fur et à mesure de l'histoire. Évidemment, comme dans tous les bons polars. Les personnages sont adorables. On a vraiment envie de les rencontrer. On retrouve le Thomas, l'ado geek, un peu Mike Galver ou Q, selon les aspirations qu'on peut avoir. On retrouve... alors oui, curieusement, Lucien Sandberg, qui dans la précédente histoire qui avait démarré en méchant en quelque sorte, qui se révèle un homme utile, bon. Ben, lui aussi, ça fait partie, c'est ce qu'on apprend tous, je pense, à force d'expérience, c'est que tout n'est ni noir ni blanc, c'est ce que j'avais déjà dit la fois précédente. Et Lucien Sandberg, lui, finalement, c'était quelqu'un qui s'ennuyait et qui a trouvé en Lisa un partenaire de jeu. Et il lui propose justement de jouer avec elle. Avec lui, pardon. Et du coup, ils ont des rencontres très sympas aussi, je trouve. Et Lucien va aider Lisa dans sa quête également. Bon, c'est très inventif tout ça. Et puis Catherine, on dit Inger, je pense, enfin, la rédac chef. Moi, je dis Inger, mais Inger, bon, du courrier, non, de Ouest Libre, voilà, la rédactrice en chef. Bon, vous avez compris, donc l'enfer du lynx aveugle au Mans, c'est signé Delphine Bruyère. Vous devez l'avoir. Alors, moi, je vous conseille quand même d'acheter les 3 parce qu'il faut aller dans l'ordre pour justement bien comprendre les subtilités au fur et à mesure en fonction des histoires précédentes. Il y a un 4e en préparation? Oui, le 4e est pratiquement terminé. Et donc, il se déroule pas seulement au Mans. Non, il va se dérouler en grande partie en Angleterre. Ah, à cause de Tesla, alors, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Et du coup, Lisa reviendra pour le tome 5, qui se déroulera à Le Mans Classique. Ah oui. Oui. Donc vous allez y aller cette année. Cette année. J'y aille absolument. Pour vous inspirer un peu. Oui, de l'ambiance, j'ai besoin de choses comme ça. On vous suit. Je rappelle que c'est aux éditions de la Rainette, dans toutes les bonnes librairies mancelles et sartoises et ailleurs, évidemment. Merci Delphine. Merci à vous. D'être venue nous présenter votre roman. Dans un instant, notre invité intensément sartois, et pourtant il a fait le tour du monde, il nous le racontera peut-être, c'est Marc Fouquet.